partout des écoutes collectives. Le 25 février, donc le samedi, il y aura le salon de l'écologie de la France Insoumise, dans lequel il y aura plein de stands de producteurs et dans lequel il y aura des débats qui vont tourner autour de notre modèle de production écologique. Ce sera au Parc Floral de Paris, donc samedi 25 février. Le 29 février, ensuite, il y aura une réunion publique à Brest, dans laquelle je vous invite, si vous êtes breton, à aller. Et puis, on est parti, on va... C'est parti pour la suite. Nous sommes d'une grande production cet après-midi. Il y a même des jingles pour annoncer la suite du programme. Avec là encore un sujet primordial, le progrès humain, l'État pour humaniser la vie avec Paul, Jean-Louis et Charles. Vous nous avez rejoints. Bonjour à ceux qui ne sont pas encore intervenus. L'éducation est un levier essentiel pour faire face aux inégalités, entre autres. Et pour cela, il faut une scolarité obligatoire avec un plan gratuité pour la cantine, pour les transports, pour les fournitures scolaires en début d'année, sans oublier un investissement massif dans la recherche. Et ça, combien ça coûte? Là encore, on va vous répondre. On a coutume de juger la bonne santé d'une société, messieurs, en regardant la place qu'elle accorde à ses enfants. Ces enfants-là, on prend le pari de les scolariser obligatoirement jusqu'à 18 ans. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'on veut pour nos enfants le meilleur. Et pour cela, on veut tourner la page de 10 années qui ont été des années de régression éducative. On a vu les inégalités scolaires se creuser, on a vu les conditions d'apprentissage des élèves se dégrader, on a vu l'école se marchandiser. Et nous, à l'inverse, nous voulons renouer avec un projet émancipateur. Nous voulons apporter la culture à tous les élèves, nous voulons leur apporter le savoir, nous voulons les instruire, les qualifier. Et pour cela, il faut allonger le temps de la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans. Et pour deux raisons. D'abord parce qu'à 3 ans, permettre à tous les élèves d'être scolarisés dès la maternelle, c'est ensuite favoriser la réussite dans les apprentissages. Parce qu'à la maternelle va se jouer le début de l'acquisition du savoir. C'est là où les enfants apprennent progressivement à devenir des élèves, justement. Et c'est donc une condition indispensable à leur réussite future. De même, plus tard, amener tous les élèves jusqu'à 18 ans, c'est élever le niveau général de la qualification. Et c'est un enjeu fondamental à l'heure des mutations du système productif et à l'heure du défi climatique. On sait la place de cet enjeu dans notre programme. Si nous voulons organiser la transition écologique de notre économie, il va falloir élever le niveau général de la qualification. Et alors, est-ce que tu peux expliquer en quoi le fait de porter des élèves jusqu'à 18 ans à l'école, de manière obligatoire, et véritablement augmente le niveau de qualification ? Parce que cela donne plus de temps à l'élève pour acquérir les apprentissages et aussi au rythme de l'élève, un rythme plus patient. Il faut respecter le temps nécessaire à l'acquisition et en poussant jusqu'à 18 ans, nous allons favoriser cette acquisition. D'accord. Donc moi je me tourne vers Charles pour que tu nous expliques un peu comment on peut financer une telle mesure, parce que pour le coup, combien ça coûterait d'augmenter le temps scolaire? Alors, oui, tu peux parler. Ouais. Si. Combien ça coûte? On a chiffré ça à 2 milliards d'euros. À quoi ça correspond? Ouais. Avant, la scolarité à partir de 3 ans, en fait, les petits-enfants sont la plupart déjà en maternelle. C'est surtout les élèves de 16 à 18 ans aujourd'hui qui sont, pour une partie d'entre eux, pas scolarisés ou déscolarisés, qui quittent l'école, alors qu'en fait, il aurait peut-être fallu ça aurait été bien qu'ils y restent plus longtemps. On sait combien il y en a, ça représente à peu près 350 000 élèves. Et donc, progressivement, si on ramène ces élèves dans l'école, dans le système scolaire, si on leur ouvre des places et qu'on a aussi toute Paul le disait, qu'il faut aussi avoir la scolarité qui s'adapte à des besoins, qui est plus attentive à eux. Ça, ces 350 000 élèves de plus à terme dans le système, ça représente 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros parce que... Oui, c'est ça, pour l'État. Et comment on finance? C'est dans le chiffrage des dépenses publiques supplémentaires qu'on a donné un peu plus tôt dans l'après-midi. Ça s'inclut dans ce chiffrage d'ensemble que nous avions. Mais obliger, je mets des guillemets, les élèves à rester plus longtemps, ça suppose peut-être aussi des dépenses pour les familles. Mais alors, voilà... Alors, parce qu'en France... l'école est obligatoire et la conséquence de cette obligation, c'est la gratuité. Donc si nous allongeons le temps de la scolarité obligatoire, il va falloir adopter un plan de gratuité intégrale. Et si l'on veut, on pourrait considérer qu'en matière éducative, c'est comme pour la Sécu, c'est gratuit, tout doit être gratuit. La cantine,
en effet, avec des enjeux qui sont des enjeux de santé, qui sont des enjeux aussi, pour le coup, la cantine, on le disait tout à l'heure, est un levier, serait un levier dans la transition agricole avec une cantine qui proposerait des menus issus de l'agriculture biologique. Puis parfois, on sait à quel point un repas à la cantine, c'est souvent le seul repas d'une journée. C'est parfois, en effet, le seul repas. Un récent rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale chiffre à 1,2 million le nombre d'élèves pauvres. Et en effet, des élèves qui ont du mal à se vêtir, parfois, en effet, à s'alimenter dans de bonnes conditions. Donc c'est un enjeu d'intérêt général. Il faut aussi poser la question des manuels scolaires qui doivent être gratuits, du matériel sans marque. C'est là aussi l'occasion de lutter contre le consumérisme. Il faut poser la question des transports, qui sont aujourd'hui de plus en plus fréquemment payants, avec des temps de transport d'ailleurs qui s'allongent. Intégrer cette mesure à une politique d'aménagement du territoire qui permettrait de ramener l'école plus proche du lieu de vie, notamment en zone rurale. D'autant plus qu'il y a quelques années, je me trompe peut-être et tu vas me le dire, les transports étaient gratuits. Ils étaient gratuits dans les années 80, au moment où les transports sont confiés aux départements. Ils l'étaient dans la totalité des départements du pays. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une dizaine de départements seulement qui assurent cette gratuité. C'est la conséquence de l'austérité gouvernementale, mais administrée avec zèle par les exécutifs socialistes, républicains et Front National. Le Front National, là où il est à la tête des communes, il se livre à une véritable chasse aux pauvres et il revient sur tous les dispositifs de gratuité, notamment à la cantine scolaire pour les familles les plus modestes. Il y a un dernier point, un dernier enjeu décisif sur cette question de la gratuité, c'est celle du temps périscolaire. Tout le monde connaît la contre-réforme du périscolaire que le Parti socialiste a engagée. Attends, explique ce que c'est que le périscolaire. C'est le temps autour de l'école. C'est du temps autour de l'école qui n'est pas obligatoire, mais puisque c'est aux collectivités, aux communes de le mettre en œuvre, eh bien, les maires peuvent décider de rendre payant l'accès au temps périscolaire. Très concrètement, aujourd'hui, la FCPE estime que 40% des familles doivent payer pour que leurs enfants accèdent à ce temps, c'est-à-dire pour que leur enfant ne soit pas mis à la porte de l'école le vendredi à midi, par exemple, là où on organise le temps périscolaire sur la demi-journée de l'après-midi du vendredi. Donc il y a un enjeu majeur à rendre ce temps gratuit et à offrir à tous les élèves des enseignements artistiques de qualité. Culturels, parce que c'est ça qu'on fait dans le périscolaire aussi. Exactement. On fait du sport, on fait du sport, du théâtre. On fait des choses très différentes en fonction des communes. Il faudra penser une politique égalisatrice de ce point de vue-là, parce que justement, en fonction des moyens, parfois c'est de la simple garderie, parfois ce sont des ateliers avec du contenu éducatif. Tout ça, voilà, ça coûte, mais je vais laisser l'expert Charles Cantat de le dire. Oui, tu as raison de passer la parole à Charles, qui va nous expliquer, parce que bon, c'est gratuit peut-être pour les familles, mais ça coûte à l'État. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout gratuit pour les familles. Aujourd'hui, si on prend la cantine, les fournitures, les transports, c'est à peu près 1 000 € par famille par an. Donc c'est considérable. La moitié de ça, c'est la cantine. Donc, si on dit que l'État prend en charge, crée cette gratuité sur les listes de courses de la rentrée scolaire, sur la cantine, sur les transports, ça, c'est à peu près 4 milliards, un peu plus de 4 milliards. Et après, comme le disait Paul, il y a aussi tout le fait qu'on va assurer la gratuité pour tous, partout en France, des activités périscolaires. Là, c'est encore 1 milliard de plus dans notre chiffrage de ressources à consacrer. Bien. Dernier aspect peut-être, dernier enjeu, c'est la question des conditions d'apprentissage des élèves qu'il faut restaurer. Évidemment, si les élèves passent plus de temps à l'école, ils doivent le faire dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on propose de recruter sur le quinquennat 60 000 enseignants. À l'heure où il y a de plus en plus d'élèves dans le système éducatif, il y a 270 000 élèves qui sont rentrés dans le système éducatif depuis 2010, et on a un nombre moyen d'élèves par classe qui n'a cessé d'augmenter. Il va falloir le réduire, en particulier dans l'éducation prioritaire. En recrutant des enseignants, nous allons pouvoir restaurer les réseaux RADZ qui viennent en aide aux élèves en difficulté, créer des dédoublements, renforcer le dispositif plus de maîtres que de classes. Et puis, il y a un dernier point qu'il faut absolument évoquer, parce que c'est une dépense, mais on va voir que c'est une question d'intérêt général. Aujourd'hui, on ne parvient plus à recruter des enseignants, tellement le métier a été malmené, tellement les enseignants vivent un sentiment de dépossession. Donc, il va falloir revaloriser la carrière enseignante pour permettre d'attirer les meilleurs étudiants dans la carrière enseignante. Donc, revaloriser, ça veut dire hausser la manière dont les enseignants sont rémunérés, ça veut dire avoir plus de classes avec moins d'élèves. Comment on fait, Charles ? Plus de classes, il faut recruter. Alors ça prend du temps. C'est-à-dire que, bien sûr, là, c'est pas la solution baguette magique, ça prend du temps. Il faut qu'ils aillent dans les écoles de formation, qu'on appelle les SP. Et donc, 60 000 enseignants. C'est ce qu'avait fait Hollande aussi, mais sauf que comme ça avait promis, c'est ce qu'il avait promis qu'il n'avait pas fait, et surtout ça parvenait à peine à rattraper le retard de l'époque Sarkozy, puisqu'il y avait l'1 sur 2 de Sarkozy. Donc là, on doit encore refaire 60 000.
Ça, c'est un chiffrage qu'on peut faire, qui est le même que celui qui avait pu être fait en 2012 sur le chiffrage Hollande. Et donc on sait combien ça coûte du coup. Oui, on sait combien ça coûte. Ça Ouais. fait 2,6 milliards. Et puis par-dessus, il y a, si je puis dire, il y a la revalorisation des salaires, le fait qu'on dédouble les classes, enfin, tous les efforts qu'a expliqué Paul. Et tout cela s'accompagne avec un plan d'investissement dans la recherche. Et cette question que nous allons poser à Jean-Louis, quelle perspective pour la recherche et l'enseignement supérieur? Quels investissements seront réalisés dès demain, au lendemain de la victoire? Alors, j'ai envie de dire, on va commencer par voir où sont les besoins. Et on connaît tous ces images, c'est une espèce de marronnier des rentrées universitaires, les amphis délabrés, les salles de TD surpeuplées, on en passe et des meilleurs. Généralement, on a aussi droit aux toilettes, tant qu'à faire. C'est pareil dans les laboratoires de recherche. Sarkozy disait les chercheurs cherchent parce qu'ils voient qu'il y a de la lumière et du chauffage. Rater de plus en plus, les labos doivent justement choisir entre la facture d'électricité, donc la lumière et le chauffage, et embaucher des chercheurs. Donc maintenant on a l'un, mais on n'a pas l'autre. Donc il faut bien comprendre que cette austérité, elle est choisie. C'est le levier pour faire de l'enseignement supérieur et de la recherche, le laboratoire avec la santé d'ailleurs, de la destruction des services publics en Europe occidentale, avec la mise en concurrence d'institutions et d'organismes qui sont censés être au service de l'intérêt général. C'est passé par octroyer des responsabilités aux organismes de recherche et aux universités sans donner les crédits qu'il faut. Et une fois que tout le monde est bien affamé, on met au milieu de la table quelques crédits ponctuels, Agence nationale de la recherche, initiative d'excellence. Il n'y en a pas pour tout le monde, que le meilleur gagne, c'est le darwinisme social. Et c'est le contraire de ce que c'est que la science, puisque la science, ce n'est pas la concurrence, c'est la coopération. Donc notre levier, c'est de faire l'inverse. C'est 4,6 milliards d'euros de plus dans le budget annuel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc actuellement, ce budget il tourne à un petit peu plus de 22 milliards d'euros en moyenne. En moyenne, sur la mandature, il serait à 27. Ouais. Donc plus 4,6. Charles, tu complètes ou on reste sur ces chiffres? On reste sur ces chiffres. Sur ces chiffres. Tu peux les répéter? Plus 4,6 milliards d'euros par an en moyenne. D'accord. Bon. On peut quand même ajouter que tant qu'à faire, il y a aussi quelques économies qui peuvent être réalisées, puisque toutes ces réformes se sont accompagnées de la création de technostructures proliférantes qui ont un coût. Donc par exemple, la mise en concurrence, ça a augmenté le racket des universités et des bibliothèques par les éditeurs scientifiques. Surcoût estimé 56 millions d'euros. Si on sort de ça, 56 millions d'euros qui peuvent être directement réaffectés à la vraie recherche, par exemple. Donc on augmente les crédits de 4,6 milliards dans le budget. En pratique, il y a encore plus qui revient dans le circuit de la recherche et de l'enseignement supérieur parce que les coûts de la technostructure, on les fait sauter.